Chers amis, je le fais le comment dire? Je le fais rarement. Je préfère l'échange, mais là, bon, le prochain GE est un tout petit peu loin, donc il est dans une dizaine de jours et on aura déjà beaucoup de choses à faire. Et je dois intervenir sur un fait majeur qui a été la fin d'une époque politique, vu que Jean-Marie Le Pen n'est plus. Et il faut revenir sur cette personnalité marquante de la 4e et de la 5e République, euh, de revenir sur certains points qui sont le testament politique de Jean-Marie Le Pen, certaines choses qui sont des points de désaccord que nous devons garder en tant que nationalistes et que souverainistes, et également quelques considérations sur les points qui posent problème et qui resteront des épines dans l'âme nationale par rapport à cet homme. On va déjà crever l'abcès des gens qui s'en réjouissent. Bon, alors, il y a 3 types de gens qui s'en réjouissent, comme vous le savez. Il y a les antifas crasseux. Bon, ils venaient de perdre leur local, le Saint-Sauveur, à Paris, donc ils avaient besoin de... Ils n'ont plus nulle part pour se bourrer la gueule, donc ils viennent se bourrer la gueule place de la République pour se saouler en honorant, enfin en fêtant la mort d'un homme qu'ils n'ont pas pu vaincre. Donc je reviendrai sur eux à la fin dans la misère de l'antilepénisme. Vous avez bien sûr Adrien Quatennens qui a enfin arrêté de courir. Vu que j'ai appris que Jean-Marie Le Pen était sidophobe, rouquinophobe et romophobe. Je savais même pas que ça existait, ça. Tu vois, donc résultat, j'ai de nouvelles tares à moi-même mettre sur ma carte de visite. Alors j'ai un peu corrigé le journaliste qui me dit est-ce qu'il était rouquinophobe. Je crois que le terme exact est rouquemutophobe, si mes souvenirs sont bons, mais il faudrait voir ça dans un spécialiste de la cagophobe, et Dieu sait que Jean-Marie Le Pen a beaucoup œuvré pour réveiller la cagophobe. Donc, bien sûr, vous avez tous les bookmakers qui pariaient sur qui va succéder dans la lignée Highlander à Christophe Lambert et à Adrian Paul. Eh bien, ce sera Michel Drucker. Ça y est, il a enfin gagné. Donc maintenant, les paris sont fermés. Une fois tous ces gens soulagés, il y a tous ceux qui ont senti une époque se fermer et tous ceux à qui ça a fait du mal personnellement. Donc je pense particulièrement, vu que j'ai de la famille des descendants de Jean-Marie Le Pen, celui que je connais certainement le mieux, sans être intime pour autant, c'est Romain Maréchal. J'ai croisé qu'une seule fois, je crois, Marion Maréchal et sa mère Yann. J'ai croisé dans un cadre uniquement professionnel Marine Le Pen. Voilà, disons mes condoléances personnelles. Il y a eu d'ailleurs un très beau mot de Marie-Caroline Le Pen. De ce chagrin-là, tu ne me consoleras pas. C'est un mot particulièrement touchant, surtout quand on est père et qu'on a des filles. Donc voilà, j'espère ne rien dire qui puisse les toucher, sachant que moi j'avais rencontré, alors dans un cadre professionnel, quand j'étais au Parlement européen, j'ai croisé, on ne peut pas dire très souvent parce qu'il n'était pas toujours là, le président Le Pen, et à titre personnel, j'ai dîné avec lui une fois et on a pu... c'était d'ailleurs assez haut en couleur parce que tout le monde à ce dîner était étonnamment plastique vis-à-vis de lui, et je voyais que ça l'ennuyait profondément parce qu'il n'y avait pas de peps. Et donc moi, je me suis disputé avec lui sur l'Algérie française, et donc ça l'avait fait un peu rire.
qu'est-ce qu'on peut dire d'un homme aussi, comment dire, d'un homme qui a su se réinventer à chaque époque, tout en gardant des bases pour certaines extrêmement solides, et pour d'autres qui ont pu souvent ralentir, gêner, voire obstruer son jugement rarement, mais sa percée politique certainement. Alors, Jean-Louis-Marie Le Pen, qui deviendra Jean-Marie Le Pen, c'est drôle, il deviendra Jean-Marie pour pouvoir se présenter face à l'électorat catholique. Je crois que c'est en 56, vu qu'il s'appelle Jean comme son père, son deuxième prénom est Louis, et puis Marie, parce qu'il était, il le disait lui-même, issu d'une famille bretonne très pieuse. Comme vous le savez, sa vie bascule quand il a 14 ans. Son père meurt sur une mine allemande, son père est marin-pêcheur, il meurt sur son bateau La Persévérance, et sa mère aura ce mot « Pour nous, la guerre est finie, nous l'avons perdue ». Et là, vous devez comprendre déjà une chose de Jean-Marie Le Pen, c'est que pour lui, le premier, le plus important mort de la guerre de 40, c'était son père. Donc il pensait, c'était une phrase que, a priori, il le dit souvent, lui rappelait souvent sa mère, « Nous en avons assez fait, j'en ai assez fait ». D'où aussi parfois son agacement dans les années 80 devant l'hypermnésie de la Seconde Guerre mondiale et de l'Holocauste que le camp euromondialiste, et particulièrement le camp euromondialiste de gauche, va utiliser, utilisant la politique de la mémoire, qui est l'arme miroir de l'antiracisme, hein, soyons très clairs. D'où parfois l'agacement de Le Pen. Parce que lui, ces années-là, il les a vécues. 2, il a déjà cotisé, il a perdu son père. Et de toute évidence, il devait avoir une adoration pour son père, comme pour les retours que nous en avons. Autre élément marquant, quand il est étudiant, il est président de la Corpo de droit. Et là, vous devez bien comprendre que c'est ce qu'on appelait un faluchard, le nom de la faluche, hein, le bonnet des étudiants en droit, des étudiants tout court, mais particulièrement des étudiants en droit, hein, c'était ce qu'on appelait un faluchard. C'est Pinet qui l'appelait comme ça, puisque je vous rappelle que Valéry Giscard d'Estaing, Antoine Pinet, Jean-Marie Le Pen seront à une table ensemble au CNI, hein, le Centre National des Indépendants. Donc, entre 1958 et 62, si mes souvenirs sont bons. Donc, cet épisode de la Corpo de droit est très important si vous voulez comprendre Jean-Marie Le Pen. Parce que c'est là où il va devenir l'homme qu'il est politiquement. C'est-à-dire qu'il va apprendre à garder une structure, il va développer son culte qu'il aura toute sa vie de durer, toujours durer, et donc parfois d'affaiblir certaines des structures qu'il a créées justement pour pouvoir les garder. C'est là où, puisqu'il avait le mental des juristes de la 4ème République. Jean-Claude Martinez, avec qui j'ai eu l'honneur de travailler, qui était un de ses lieutenants, me le disait. Il me disait, Jean-Marie, Pierre, vous devez comprendre Jean-Marie, il croit à la loi, il croit au juge, il croit au tribunal, il croit au bon droit. Ce faisant, c'est un homme vraiment de la 4ème République, très clairement. Donc, il y maîtrise les jeux d'appareil et les jeux d'estrade, là encore, pure culture de la 4ème République. C'est le deuxième élément marquant de Jean-Marie Le Pen. Autre élément marquant, c'est il va s'engager. Alors, il dira que ce sera sa plus grande erreur, c'est-à-dire que non, il y a un élément à prendre en compte avant. Il va avoir bien sûr l'Indochine relativement peu, mais surtout l'Algérie. Et son passage, jamais avec les ultras ou avec l'OAS, mais dans le rang des défenseurs de l'Algérie française,
et ensuite son compagnonnage avec Poujade, Tixier-Villancourt. Alors, c'est deux catégories totalement différentes. Tixier-Villancourt, c'est la voix de bronze, c'est le côté grands avocats de droite, Izorni, Tixier-Villancourt. Avec Poujade, c'est donc le mouvement des commerçants. Le problème, c'est que le poujadisme se cristallise sur toutes les catégories que la modernisation économique de la France d'après-guerre menace. D'où les petits commerçants, les artisans, mais également sur tous les phénomènes qui reculent sous la 4ème République, et entre autres sur la perte de l'empire colonial. Beaucoup de poujadistes vont être proches de ces milieux de protection de l'empire, alors qu'ils parlent objectivement à des classes sociales qui ont payé pour l'empire, et comme l'empire français n'a jamais été rentable, qui ont perdu leur mise. D'accord ? Ce qu'il faut bien comprendre également, c'est que c'est sur la question particulièrement israélienne que Poujade et Le Pen finissent par se séparer. Selon tous les témoignages, Le Pen, qui, comme beaucoup de gens de droite, voit le nationalisme arabe comme un œil de Moscou. Or, il y a deux idées que vous devez avoir en tête si vous voulez comprendre Jean-Marie Le Pen. Un anticommunisme viscéral, systématique, qui va faire de lui un Cold Warrior, c'est-à-dire quelqu'un qui ne va pas comprendre ce qui va arriver jusqu'en 91, qui sera structurellement atlantiste pour cette raison, et un antigaullisme tout aussi virulent, qui est d'ailleurs lié en partie à son occidentalisme, qui est lié, mais uniquement en partie, parce que il y a une chose qui manque à Jean-Marie Le Pen, et qui le maintient dans les rangs nationaux, c'est que sur la souveraineté française, contrairement à tous les gens qui vont lier l'anticommunisme et l'antigaullisme, et qui souvent deviendront des agents de l'étranger en miroir de certains communistes qui étaient des agents de Moscou, Jean-Marie Le Pen ne le deviendra pas. Je vous rappelle qu'il vote contre le traité de Rome. Parce qu'il y voyait déjà une main mondialiste, ce en quoi il avait raison, parce que le traité de Rome, n'oubliez pas, est une extension de la méthode Monnet sans Jean Monnet lui-même. D'accord ? Parce que Jean Monnet avait l'intelligence de savoir soutenir des phénomènes tout en s'effaçant derrière les phénomènes. Donc, Le Pen est contre le traité de Rome. Il ne fera pas le pas que toute une partie de l'extrême droite va faire dans l'après-guerre, c'est-à-dire de devenir la voiture balai de l'euro-atlantisme et de l'euro-mondialisme. Jean-Marie Le Pen ne tombera, à ma connaissance, jamais dans ce piège-là, même si son anticommunisme viscéral le fait s'illusionner sur la guerre froide, et son antigaullisme tout aussi viscéral le poussera à de très lourdes erreurs de jugement. Elles seront souvent faites, je ne dirais pas de bonne foi, mais elles seront logiques. Je vais donner un exemple. Jean-Marie Le Pen, et c'est son discours, il ne faut pas dire aux Algériens qu'ils ont besoin de la France, mais de la France a besoin d'eux. Il n'était pas, et d'ailleurs ça lui fera, chez les ultras de l'Algérie française, pas toujours une grande admiration. Certaines personnes de l'Algérie française qui voulaient maintenir le système colonial détestaient Jean-Marie Le Pen, parce que Jean-Marie Le Pen était pour l'assimilation totale, ce qu'on peut tout à fait lui reprocher. Son compagnonnage avec quelqu'un qui était de la même... qui était un personnage en couleur, un peu fier à bras et un peu ramenard, qui était Roger Olindre, surnommé Popeye, hein, celui qui aura, pour les plus jeunes, je vous conseille de taper Roger Olindre, Jack Lang sur internet, vous allez avoir une surprise. Et
il était dans cette optique-là, là où De Gaulle voulait un développement séparé d'un certain côté, et le général l'a fait pour des raisons économiques, souveraines et identitaires. Très clairement. Très très clairement. Donc, Jean-Marie Le Pen dira qu'il a fait une grande erreur pendant ces années-là, ça a été peut-être de laisser aller contre De Gaulle Texier-Villancourt, et de ne pas créer le Front National avec plusieurs années d'avance. Très difficile d'évaluer la réalité de ce fait, surtout que le Front National ne sera pas créé par Jean-Marie Le Pen, contrairement à la légende. Il sera créé, alors on peut dire par Alain Robert, oui peut-être, mais surtout par Ordre Nouveau. C'est l'organisation Ordre Nouveau qui crée le Front National et qui va chercher cet ancien député qui est passé par beaucoup de cases, parce qu'il a été poujadiste, il a été pro-Algérie française, il a été au CNI important, vu qu'il siège avec Pinet et avec Giscard. Vous remarquerez que Le Pen ne sera jamais dans la main des Américains, contrairement aux deux susnommés. Ça ne veut pas dire qu'il ne servira pas les plans atlantistes en France, mais je pense qu'il les servira de bonne foi. En tout cas, qu'on me démontre le contraire. Ce Jean-Marie Le Pen-là, le Front National le tire de la traversée du désert qu'il fait juste après l'époque du CNI. Pourquoi ? Parce que le CNI a trois piliers qui font que le CNI va entre autres diviser son groupe parlementaire, ils vont perdre beaucoup d'élus. C'est que le CNI s'oppose à De Gaulle sur 3 points, sur l'atlantisme, sur l'européisme parce que c'est un parti fédéraliste, et en plus, c'est un parti qui est opposé à l'élection du président de la République au suffrage universel direct. Donc, ça fait beaucoup. Et évidemment, après la réforme de 62 qui complète, elle aurait été complète avec la réforme de 69, mais qui... Vous savez, il y a 3 révolutions en 58, une révolution politique d'abord, institutionnelle ensuite, et sociale enfin. C'était ce volet institutionnel qui était terminé en 62. D'accord ? Jean-Marie Le Pen, comme beaucoup d'hommes du CNI, sont donc un peu en dehors des radars jusqu'à la création du Front National. Il va faire donc entre autres des affaires, donc il sera entre autres disquaire, il sera patron de maison de disques, il fera des 33 tours sur la documentation historique, alors ça lui sera énormément reproché, donc alors qu'il faisait de tout à cette époque, hein. Vous avez les champs des armées, bon évidemment il y avait des armées allemandes dedans, on ne peut pas le nier, mais il n'y avait pas que ça quand même. Surtout qu'il faut être très clair, Jean-Marie Le Pen, il est vrai, a porté avec lui, il dira à un moment que ces gens il dira à un moment j'ai porté cette extrême droite comme un boulet. Il est vrai, Jean-Marie Le Pen a eu comme compagnon des gens peu recommandables, c'est indiscutable. Toutefois, il n'a jamais, à ma connaissance, donné raison à une part de la droite radicale sur bien des points, tous pour une raison qui est très simple. C'est que si l'axiome de beaucoup de ces gens est que les puissances de l'Axe avaient raison et que l'Allemagne avait raison contre nous, Jean-Marie Le Pen ne pouvait pas contresigner ça, car ça impliquait que ceux qui avaient tué son père avaient raison. Voilà, tout simplement. Et ça se voit dans ses rapports avec des parts de la droite radicale. Contrairement à ce qu'on dit, il n'a jamais été négationniste ouvertement, bien loin de là. Il s'est d'ailleurs toujours méfié de gens comme Forisson ou autres. Donc, tout simplement parce que si ces gens-là ont raison, ça veut dire que la vie avait raison de tout prendre au jeune garçon de 14 ans qu'il était. Or, une fois le Front National créé, vous connaissez tous, je ne vais pas y revenir, le fait que François Mitterrand le fait monter, l'utilise pour briser
la droite et pour pouvoir faire le coup de 88. Bon, très bien. Et au passage, pour pouvoir donner une nouvelle identité à la gauche, euro-mondialiste, à partir de 83, Chirac va l'utiliser, ce qu'on dit moins exactement à partir de 86, dans la même veine pour passer à la liquidation des piliers doctrinaux du gaullisme. Jean-Marie Le Pen en est-il conscient? Oui, mais c'est un homme de la 4ème République, c'est-à-dire, et ça, c'est un des grands défauts, je pense qu'il avait, c'est que je crois qu'il n'a pas compris que nous n'étions plus sous la 4ème République, que dans la 5ème République, en dehors de l'européanisation, où là, pour le coup, il n'y a plus d'État, donc il n'y a plus de France, il n'y a plus de souveraineté, mais que sous la 5ème République, les politiques doivent tenir tête à l'administration et l'administration doit servir. L'administration ne pouvait pas gouverner à la place d'incapables, ce qui est toute l'histoire de la 4ème République. Je ne suis pas certain que Jean-Marie Le Pen ait compris cela. Parce qu'il a toujours agi comme un homme du parlementarisme, et je ne peux pas lui en vouloir. Ça a été tout le début de sa carrière. Je rappelle que dans les années 80, quand le phénomène Le Pen arrive, Jean-Marie Le Pen est déjà un homme très connu. Très connu depuis la fin des années... depuis la fin des années 50. Il faut quand même s'en rendre compte. Il commence à être un peu connu, bon, ça va être les phrases qu'on va lui ressortir sur son opposition à Pierre Mendès France, voilà. Or, François Mitterrand va l'utiliser, Jean-Marie Le Pen va monter jusqu'au coup net qui sera la manipulation de Carpentras. Je vous refais l'histoire, des skinheads déterrent M. Germont dans le cimetière de Carpentras. Laurent Fabius inventera même la chose ignoble qu'on aurait empalé le corps de ce pauvre homme sur, je crois, un pied de parasol. L'abomination de la désolation. Monsieur Germont était, selon la plupart des sources prises à Carpentras, sympathisant du Front National. Et en réalité, ce ne sont absolument pas des gens du Front National. Jox finira par l'avouer, après avoir joué le jeu de Mitterrand à fond. C'était des skins qui étaient dominés, je crois, par un homme qui s'appelait Jean-Claude Gosse, qui finira tué sur une route de campagne, et l'homme qui va le renverser ce jour-là, qui était un maghrébin, lui finira exécuté. Je ne dis pas qu'il y a des rapports de cause à effet, mais il se trouve que c'était des gens qui menaient des vies risquées, pour preuve ils sont morts tous les deux. Et on va utiliser Carpentras pour augmenter la diabolisation et pour pouvoir utiliser Le Pen parce que les deux blocs euro-mondialistes avaient besoin d'une excuse pour trahir, que ce soit les Chiraciens d'un côté ou les hommes de 83 de l'autre, donc les hommes de 83 et les hommes de 86, si vous voulez. Et pour ça, ils vont créer l'anti-lepénisme. C'est Pierre-André Taguieff le dit très bien dans Le diable en politique, sur le lepénisme et l'anti-lepénisme. Jean-Marie Le Pen a créé les deux. Et malheureusement, l'anti-lepénisme a beaucoup servi. Avec son accord ou pas, c'est très difficile à dire. Vous savez, j'ai pu, pour me faire un avis, parler à beaucoup de ses lieutenants directs. Ayant travaillé avec Jean-Claude Martinez, ayant professionnellement eu le privilège et le plaisir de croiser plusieurs fois Bruno Gollnisch, que j'ai invité au Cercle Aristote, car c'est un intellectuel de rang supérieur, quelqu'un pour qui j'ai beaucoup d'admiration intellectuelle. Il faut avoir eu dans sa vie une conversation avec Bruno Gollnisch. Vous voyez ce que c'est une belle mécanique intellectuelle. Même ces anciens lieutenants, alors après, quelle est la part du souvenir reconstitué, du ressentiment, Là-dedans, c'est très difficile à dire. Ce que je peux dire au fil de l'enquête, des conversations obtenues, c'est que je pense que Jean-Marie Le Pen, particulièrement à la fin des années 80, y croit.
Jean-Claude Martinez a une phrase là-dessus qu'il m'avait racontée, c'était lors de l'affaire calédonienne, qui a beaucoup compté pour Jean-Claude Martinez lui-même et pour Le Pen. Et Martinez me dit à ce moment-là, on croit qu'on va sauver la France, on croit qu'on va sauver le monde. Je pense qu'après Carpentras, ou peut-être même après le dérapage le plus lourd, qui est donc le détail de l'histoire, mais je pense surtout après Carpentras, Le Pen n'y croit plus. Le Pen n'y croit plus, et donc va essayer de durer perpétuellement. Nous arrivons en 1990, et là il y a un autre élément à prendre en considération, qui est une autre étape dans la vie de Jean-Marie Le Pen, et c'est là où l'homme devient politiquement passionnant. C'est qu'il va comprendre avant les autres, et c'est terrible parce que quand on s'est opposé, je pense, à tort à quelqu'un, et qu'on se retrouve dans la position qui a été la sienne, et ce faisant, c'est arrivé plusieurs fois dans l'histoire, hein. Quand Brzezinski fait sa carrière en cassant du sucre sur les volontés d'apaisement de Kissinger, il finira dans l'apaisement lui aussi, les néoconservateurs lui casseront du sucre. Ben là c'est pareil. Le Pen a été un bon petit soldat de la guerre froide parce qu'il n'a pas compris ce que De Gaulle avait compris. En 91, il comprend brutalement lors de la première guerre du Golfe. Ce qui va lui attirer des sympathies gigantesques dans le monde arabe, ce que De Gaulle avait. Mais sympathies qu'il a eu assez tôt, hein. Même au sein du FLN, beaucoup d'hommes ne voulaient pas, entre autres, n'ont pas voulu tenter de le tuer. Ne voulaient pas tenter de le tuer parce que parce qu'il était un partisan sincère, en tout cas de leur point de vue, je pense qu'ils n'avaient pas tort là-dessus, de l'Algérie française et pas nécessairement du lobby colonial. Voilà. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il comprend très vite ce qui est en train de se jouer en Irak, c'est-à-dire la deuxième vague de la chape de plomb après la chape de plomb franco-française, qui était celle de l'antiracisme des années 80, va en tomber une autre, qui est le New World Order, qu'on rattache beaucoup au discours de Bush-père, mais vous savez, Bush-père, n'oubliez pas que les forces les plus mondialistes aux États-Unis vont lui préférer Clinton et l'envoyer dans le mur très très vite, hein, alors qu'il avait un bilan présidentiel qui aurait dû assurer sa réélection. Donc, parce que George Bush père est un patricien, je le rappelle, ancien patron de la CIA, donc il connaissait le système par cœur et le système l'a néanmoins envoyé dans le mur. Mais cette nouvelle chape de plomb mondialiste, et là Le Pen comprend. Et il est l'un des... Alors certes, il y avait encore les vieux gaullistes qui eux, ils l'avaient prévu tout ça, donc ils n'ont pas été surpris, si vous voulez. Le général gallois n'est pas surpris en 91. Et Mesmer est encore en vie, il est pas surpris. Enfin, les Gaullards sont pas surpris. Le problème, c'est que nous, Chirac, en utilisant à la fois si vous voulez, Chirac se sert de Le Pen pour liquider tous ceux qui partagent les constats nationalistes. Or, on dit Jean-Marie Le Pen a été le premier sur l'immigration, etc. À titre politique, c'est peut-être vrai, il est l'un des premiers, il est l'un des premiers. Mais vous prenez Alain Griottret, vous prenez Pasqua, vous prenez, si vous voulez, des anti-immigrations, vous en aviez plein au RPR. Hein. Vous voyez les textes de la commission de réforme de la nationalité, ils sont encore en collection de poche, vous voyez les débats, c'est plus nationaliste que la plupart des partis d'aujourd'hui, hein. Fut-il des partis dits de droite, voire d'extrême droite, hein. Si tu l'es pas à 40 ans, t'as raté ta vie. Or, on va se servir de lui à partir particulièrement de l'époque des dérapages pour pouvoir marquer et éliminer tout ce qui reste de gaullisme, et ce faisant,
Jean-Marie Le Pen entre dans un gaullisme sans le vouloir. Et c'est le Jean-Marie Le Pen souverainiste ça va être l'homme des souverainetés. Et là, il sera un modèle là-dessus. Faut être honnête. Parce que les droits qu'il donnera à l'Irak de Saddam Hussein, il ira très loin. Je vous rappelle qu'en 2003, c'est une équipe du Front National dans laquelle il y a Jean-Claude Martinez, qui j'espère racontera ça, parce que quand il le raconte, ça ferait pleurer les pierres. Je crois qu'il y a Jean-Michel Dubois, si mes souvenirs sont bons, et peut-être Marie-Christine Arnautu, qui quittent l'Irak en dernier, qui sont les derniers représentants de la France. Vous voyez, il y a des gens autour de Le Pen qui ont eu des vies extraordinaires. Un jour, j'aimerais beaucoup que Jean-Claude Martinez rédige ses mémoires politiques, qu'il puisse parler de ce qu'il a fait au Venezuela, de ce qu'il a fait au Maroc. Enfin, il y a beaucoup de choses assez passionnantes quand même. Et ils sont là. Chirac sait qu'ils sont là, et d'ailleurs, ils ne sont pas contre. Saddam Hussein leur dit vous me préférez des bédouins incultes, moi qui ai lu Voltaire, moi qui ai lu Victor Hugo. Était-ce vrai, était-ce faux, peu importe. En tout cas, il ne faut pas oublier que si cet homme était mort dans son lit, au moins 2 millions d'Irakiens auraient eu la chance de mourir dans leur lit. Et c'est pas lui qui les a tués, c'est l'Occident qui les a tués. Donc à un moment, il faut aussi voir ses responsabilités, et Le Pen va le comprendre. Et n'oubliez pas le courage qui est le sien en 91 quand il dit non à la guerre du Golfe. Il est le seul avec Chevènement. Parce que Chevènement, élève de Jacques Berck, comprend tout. Or, Le Pen, ses cadres se barrent, le patron de son conseil scientifique, qui est l'un des intellectuels français les plus brillants depuis la guerre, qui a été aux côtés de Roger Caillois, enfin, qui est Jules Monroe, et qui ne peut pas supporter les nationalistes arabes parce qu'il a un souvenir traumatique de l'Algérie. Pour lui, c'est des communistes, d'une manière ou d'une autre, des paracommunistes, des communistes à moustache, des communistes à kéfier, peu importe. Ils se barrent, vous avez des cadres qui se barrent, c'est la première scission du Front National, qui est légère par rapport à celle qui va suivre. Et il sera l'homme des souverainetés, entre autres. Nul ne peut lui retirer ça. Nul ne peut lui retirer ça. Ensuite, après l'affaire après Carpentras, Le Pen qui vraiment tuméfié, parce que là, ça arrête sa poussée nette. Ça va permettre de mondialiser d'autant plus les restes et d'éliminer les restes de gaullistes de la politique française, parce qu'on va assimiler les gaullistes, les débuts du souverainisme et les autres écoles nationales à Le Pen, du Rafour crématoire, détail de l'histoire. Alors, question, est-ce que ces dérapages, Le Pen les faisait sciemment? Est-ce que le Front National, est-ce que la cause nationale en a pâti? Un homme qui aurait quand même pu faire un effort de formulation lors de la mort de Jean-Marie Le Pen, c'est Robert Ménard. Alors, et j'ai été gêné, comme vous, de voir Robert Ménard donner des leçons à la mémoire de Jean-Marie Le Pen en termes de patriotisme, parce que, comment dire, il y a bien des points où Le Pen avait tort. Mais je suis pas sûr que ce soit à Ménard de le dire. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, je suis pas sûr que Ménard puisse avoir le droit de l'ouvrir. D'accord? Or, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que quand il dit il nous a déshonorés ou écœurés, enfin, Ménard, quoi, Ménard, le conducteur de Béziers, et ce qu'il faut avoir en tête là-dessus, c'est que c'est très mal dit, mais je comprends ce qu'il veut dire, parce que il faut se mettre dans la tête de tous les gens qui, parce qu'ils ont sorti un drapeau français dans ces années-là, vous savez, j'ai 38 ans, j'ai pas vécu ces époques-là et j'en suis très heureux.
Mais dès que vous disiez un tout petit peu que vous aimiez votre pays, on vous sortait Le Pen. Et c'est pour ça que vous avez parmi des patriotes extrêmement sincères, parfois, une détestation injuste de cet homme. Mais mettez-vous aussi à leur place. Mettez-vous à leur place. Vous pouviez faire n'importe quoi dans les années 90 pour dire que vous aimiez votre pays. Jean-François Kahn, vous tombez sur le rade en disant que vous étiez un agent de la lepénisation des esprits. Vous savez, Jean-François Kahn, l'homme qui rêvait, je cite, de mettre une balle dans la tête de Jean-Marie Le Pen. Mais ces gens-là, faut comprendre, vous aviez plus le droit, alors vous aviez plus le droit de parler des héros, vous aviez plus le droit de parler, vous n'aviez aucun droit d'aimer votre pays, aucun droit. Le nombre d'intellectuels lynchés, y compris des intellectuels de gauche, Paul Lyonnais, Pierre-André Taguieff, beaucoup d'autres, Régis Debray. Nous n'imaginons pas, nous, dans notre génération patriotique, moi j'en ai un souvenir très lointain, je me rappelle, je lis sur la guerre de Serbie, on revenait d'un voyage scolaire en Alsace. Vous voyez Bon, j'étais enfant, hein. Donc voilà, c'est les horribles années 90, c'est assez infect, c'est ce qu'on a appelé le politiquement correct, mais qui était bien pire que le stalinisme d'après-guerre dont il avait la méchanceté sans avoir au moins l'esprit. C'est-à-dire que les staliniens étaient des brutes, mais c'était pas des cons. Là, si vous voulez, c'est un terrorisme de chaque instant fait par des petits mecs. Ça, c'est atroce. C'est ça qui... et ça a été fait au nom de l'anti-lepénisme. Parce que il faut bien comprendre que pour toute une partie de la gauche et de la droite mondialiste, l'anti-lepénisme est leur seule identité politique. Parce qu'il y avait d'un certain côté que Le Pen qui faisait de la politique. Eux, ils se battaient contre Le Pen. C'est tout. Vous avez deux intellectuels qui traitent particulièrement de ça, alors que tout a été écrit dans Voyage au centre du malaise français, qui a été brillamment réédité par les éditions du Toucan l'Artilleur. Tout le malaise identitaire français était déjà vu. Mais vous avez deux intellectuels qui ont particulièrement bien traité de l'antilepénisme, c'était Philippe Muret et, étrangement, alors que c'est un mec insupportable, Marc-Édouard Nab. Je vous renvoie à la vidéo de Marc-Édouard Nab où il est devant un Dieudonné qui est encore le soldat anti-français. Anti-français, il le restera. Hein. Il est très drôle, mais sa haine de la France, je pense, elle a juste changé de forme pour des raisons qui, je pense, sont strictement pécuniaires. Et ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que Dieudonné, à cette époque-là, est en face, il dégueule sur la France, et il est face à qui? Il est face à Nab, qui est aussi anti-français que lui, hein, à l'époque, et qui le deviendra bien davantage avec les années. Hein, je vous rappelle, ses revues protéchiennes, etc. Bon, très bien. Et Nab fait un texte qui est particulièrement bien troussé, où il dit que ces petits républicains, finalement, il le dit, alors je ne peux pas le répéter tel quel car ça pourrait faire sauter cette vidéo, mais il dit que la seule chose qui peut sortir de l'organe, avec un O majuscule, de ces petits mecs, c'est 3 gouttes de haine pour Jean-Marie Le Pen. Et en réalité, l'anti-lepénisme, qui sera certainement plus lourd dans la vie politique française que le lepénisme en termes de tectonique des plaques politiques. C'est certainement l'un des pires legs de l'élite euromondialiste. Le Pen aura, à partir de cette époque, donc des années 90, beaucoup plus raison, parce qu'il identifiera, et souvent il fera le lien dans ses discours. Je pense particulièrement à un très beau discours de lui, qui était le discours d'Arras, entre le désordre global et la destruction du peuple français autochtone.
ce faisant, il aura une analyse, mais qui porte beaucoup la marque de certains de ses conseillers. Hein. Je pense à Martinez, je pense à partir du discours de Valmy pour quelque temps à Soral. Ça ne durera pas très longtemps, mais ça existera. Et il fera le lien entre les deux désordres. Ce faisant, il est dans une position souverainiste et gaulliste assez claire, qui est aussi le témoin de la montée en puissance intellectuelle et idéologique du souverainisme, du néo-gaullisme, appelez ça comme vous voulez. Et surtout qu'il a un avantage, c'est qu'il peut prendre ce discours-là parce que le Front National, que Ordre Nouveau avait voulu une réunion de toutes les familles de la droite radicale, ne compte pas de souverainistes dans ses rangs avant l'arrivée de Florian Philippot bien plus tard. Elle compte des cathos tradis, qui vont être représentés par Bernard Antony, celui qu'on appelle l'ayatollah Cassoulet. Alors, c'est pas votre époque à vous les jeunes, mais Bernard Antony, c'est un peu ce qu'est aujourd'hui Alain Escada, à une différence près. Alors, bon, mis à part qu'il y en a un, c'est l'ayatollah Cassoulet, l'autre c'est l'imam Spéculos, mais c'est surtout que Alain Escada, je pense, n'est pas le philosémite de l'année, alors que Bernard Antony était quelqu'un qui était, et qui est toujours d'ailleurs, un grand militant de l'alliance entre le judaïsme et la chrétienté. Donc, en face, vous aviez les clans païens menés par Pierre Vial, donc ancien médiéviste. Vous aviez parmi les cathos tradis, évidemment, Bruno Gollnisch. Parmi la droite, la contre-révolutionnaire, donc légitimiste, monarchiste, vous aviez donc Claude Paulin et Claude Rousseau, deux intellectuels de très haut niveau. Claude Paulin, c'est quand même un mec qui était l'assistant de Raymond Aron au Collège de France. Quand il fera sa thèse sur la logique totalitaire, Aron va le dégager parce que ils ont un vrai désaccord de fond. C'est-à-dire qu'à l'époque, Paulin déjugera sa thèse plus tard. Pour lui, le totalitarisme est un fait qui ne s'oppose pas à la démocratie. Vous verrez ça également chez Talmon, chez d'autres. Très bien. Donc, et tous ces gens-là vont se retrouver au sein du Front National, et Le Pen va les jouer un peu les uns contre les autres pour durer. Ça se voit dans la manière dont il manage le conseil scientifique du Front National. Bon, déjà, il met Bernard Antony en face de Pierre Vial, et quand les uns partent, il vire les autres, pour ne pas se retrouver avec un clan qui prend l'avantage parce que l'autre, parce qu'un autre clan, pour des raisons X ou Y, s'affaisse. D'accord ? Donc il va faire quand même beaucoup de micro-management là-dessus, et donc il préfère avoir une structure fidèle qu'une structure forte. Ce qui est un choix. Est-ce qu'il faut le critiquer là-dessus ? J'en sais rien. Déjà, premièrement, j'ai jamais été encarté là-dedans, donc ça ne me regarde pas. Et deuxièmement, quand vous connaissez la sociologie de ces milieux, leur rapport à la loyauté, je ne peux pas dire qu'il n'ait pas eu des raisons objectives de se méfier. Parce que finalement, certains de ses lieutenants sont partis, mais lui sont restés fidèles. Roger Olindre jusqu'au bout, Martinez toujours aujourd'hui. Jean-Claude doit être extrêmement triste, parce que il avait une affection personnelle gigantesque. Moi, j'ai travaillé avec lui, et pourtant encore récemment, pour Le Pen. Bruno Gollnisch, bien sûr. Mais il y avait des gens qui avaient des espérances pour l'après-Le Pen. Ce qui nous amène à un autre élément de l'histoire de ce parti, qui est la fameuse scission, qui a lieu non pas sur des raisons idéologiques, mais sur des raisons d'opportunité électorale. C'est-à-dire que les maigretistes veulent normaliser largement le front parce qu'ils pensent que Le Pen a fait son temps, que l'après-Carpentras est la deuxième affaire détail, qu'il faut arrêter là-dessus. Et c'est un débat qui a été structurant au Front National. C'est-à-dire, vous avez des gens comme Bruno Gollnisch qui il est monté en partie, pas uniquement, mais en partie par les dérapages qui ont cassé le mur médiatique. On peut remarquer certainement que Jean-Marie Le Pen en a fait sciemment, parce qu'il y a aussi des dérapages.
je pense dans le présent ou dans d'autres, que la presse n'a jamais relayé. Jamais. Donc, mais je pense que Jean-Marie Le Pen n'avait pas de... Je pense que quand les dérapages lui ont été opposés, c'était des dérapages qu'il ne voulait pas tels quels. Je pense que, détail de l'histoire, tout comme par exemple la Fournée pour Bruel, je ne pense pas qu'il ait voulu dire ce qu'on lui ait prêté. Sincèrement. Mais je pense que certains autres dérapages étaient faits pour faire parler de lui. Aussi parce que c'est un mec de la corpo de droit. C'est un déconneur par nature. C'est un mec, vous lui dites un truc, il surenchérit. Et il peut pas avoir tort. C'est Le Pen. Voilà. Voilà, c'est le président de la corpo de droit. C'est comme ça. Je pense que de ce caractère légèrement soupolé, l'ennemi va pouvoir l'utiliser. Est-ce que, par exemple, ça vous le trouverez dans un ouvrage qui est pourtant d'un auteur qui est passé par le Front National et qui appartient à l'extrême droite pérennialiste. Donc, vous savez, le traditionnel, les gens qui croient de Evola, Guénon, tout ça. Qui est Paul-Éric Blanc-Rue, hein, sur Jean-Marie Marine et les Juifs, vous voyez très bien qu'il a voulu arrondir les angles avec l'American Jewish Committee, qu'il a été d'ailleurs... certaines personnes pensent qu'il aurait pu rencontrer certains officiels israéliens à Chypre, par exemple. Ça a beaucoup circulé dans certains milieux journalistiques, ça n'a jamais été démontré. Et je pense sincèrement, je ne pense pas que Jean-Marie Le Pen fut antisémite. Je ne le pense pas du tout. Je ne le pense pas du tout. Pas à titre personnel, en tout cas. Alors vous me direz, il y a des passages dans ses mémoires, je le dis tout de suite à titre d'historien des idées, les mémoires de Jean-Marie Le Pen sont très difficiles à manier. Pour une raison qui est très simple, c'est certains journalistes de droite qui l'ont interrogé ont vu que Le Pen ne les avait peut-être pas totalement relus. Peut-être. Ça, c'est Henri de Lesquen qui dit ça. Hein, et Henri de Lesquen a un énorme respect pour Jean-Marie Le Pen. Et surtout, elles ont été écrites par Martin Pelletier, qui est un des piliers de Rivarol, qui est quelqu'un qui écrit bien, mais qui est quand même un homme qui appartient à l'extrême droite révisionniste classique. Il a été jeté de Radio Courtoisie pour avoir invité Forisson. Bon, quand tu es jeté par Henri de Lesquen parce que tu es allé trop loin sur cette question-là, c'est que tu as dû aller loin quand même, tu vois, parce que Henri de Lesquen, pour avoir été en face, c'est pas l'antiraciste de l'année, ni le philosémite de l'année. Donc, ces mémoires sont très difficiles à manier. Or, ça c'est un point méthodologique. Après, faut être honnête, après la scission, Le Pen sera quand même un défenseur de la souveraineté. En 2005, le Front qui a pris 2002 et la quinzaine anti-Le Pen qui a été terrible, Le Pen n'y était pas prêt. Alors, est-ce qu'il ne voulait pas le pouvoir ? Je pense qu'il savait qu'il ne pouvait pas le prendre. Tout simplement parce que même s'il avait été élu, les chambres, et puis il a pris les 15 jours, il faut se rappeler ce que c'est 2002. La quinzaine anti-Le Pen, c'est terrible. C'est terrible, on fait sortir les gamins dans la rue comme le dernier des régimes communistes. Lamentable. Enfin, vous avez Pierre Arditi qui déchire sa carte d'électeur. Pauvre type. Ça a été atroce. Mais c'est en 2002 que le système comprend que ça marche toujours et qu'on peut faire élire n'importe qui, si on arrive, par la peur antifasciste, à ressouder le grand gouvernement central, quelles que soient les saloperies qu'on va faire. Face à ça, le système, si vous voulez, ça va vous faire les 2 élections d'Emmanuel Macron. Ça, ils le comprennent en 2002, mais ils n'en ont pas encore besoin. Parce que les 2 clans suffisent et vont d'autant plus suffire qu'une partie de l'extrême droite, voyant 2002, on n'y arrivera jamais à cause de Le Pen, va vouloir tuer Le Pen, c'est le rôle entre autres de Buisson, et sa trahison vis-à-vis de Sarkozy.
C'est-à-dire faire du Le Pen sans Le Pen. Ce qui, au passage, va faire Sarkozy, Valls, Darmanin, Retailleau et demain Wauquiez. Ok ? Toutes ces leçons-là sont comprises en 2002. C'est la fin de carrière pour le vieux lion. Il va être un peu après un vieux sage, comme Pinet d'ailleurs, comme Pinet, c'est-à-dire que beaucoup de gens allaient le visiter, etc. Et il avait vu tellement de choses, parce que c'était une des dernières mémoires de la vie politique française, il faut être honnête là-dessus. Un des derniers hommes de culture. Ce qui est drôle d'ailleurs, parce qu'il en reste encore un, quoi qu'on pense de lui, qui est Mélenchon, qui lui aussi est un homme très cultivé, mais c'est l'un des derniers hommes de culture de la vie politique française. Et c'est un style d'homme politique, c'était le style préau, c'est-à-dire le style des mecs qui allaient au frontal, qui étaient dans les préaux d'école, c'est-à-dire 3e, 4e République. Ça se termine avec lui. Après, on est tellement angoissé de la mort de la France que dès que quelqu'un qui a un âge canonique meurt, et ça c'est pas grave, enfin c'est pas grave. D'un côté c'est bénéfique, parce qu'on se retrouve, c'est la phrase de Cheikh Anta Diop, sur un vieux qui meurt, c'est une bibliothèque qui brûle. Et c'est vrai. Et nous retrouvons ça, moi je l'ai vu avec la mort de, prenez quelque chose d'anodin, la mort de Maïté. Les gens, on a tous tellement peur que la France disparaisse, que dès que quelqu'un qu'on a un peu aimé, qui nous ramène nos jeunes années, on se dit, c'est un bout de moi, c'est un bout de nous surtout, qui disparaît. Et c'est ce que beaucoup vivent avec Jean-Marie Le Pen aujourd'hui. Parce que mais la France, un, elle n'est pas encore morte, déjà et d'une, deux, la France, elle est pleine de grands mecs. Le problème, c'est que les grands mecs font pas de politique parce que les petits mecs, si vous voulez, les ratés vous rateront pas, dirait Bernanos. Et aujourd'hui, ils sont à tous les étages. Donc oui, ils nous rateront pas. Et c'est pour ça qu'un homme qui les a fait tellement courir, rouquin là, peut pas être tout à fait mauvais. D'accord ? Peut pas être tout à fait mauvais. Et c'est vrai que c'est un type d'homme public qu'on ne reverra pas. Je pense que quand les temps le demanderont, on aura des hommes à poigne qui n'étaient pas comme lui, c'est-à-dire pas des connards type corpo droit, mais plutôt du type Pierre Messmer, Sanguinetti, c'est ce type d'homme-là dont on aura besoin. Enfin, les réactions à sa mort, maintenant qu'on a vu les principales questions, même les douloureuses, est-ce qu'il voulait le pouvoir, les dérapages, le legs. Les réactions à sa mort, je dois dire qu'il y en a deux que j'ai trouvées très bonnes. Celle de Michel Onfray et celle de Florian Philippot. Vraiment. Je passe sur Ménard parce que je ne marcherai pas sur Robert Ménard de peur que mes godasses m'en veuillent. Donc, et de l'autre côté, ces petits cons de gauchistes de merde. Vous êtes de la crasse humaine. Vous êtes de la crasse. C'est ce que... Moi, je voulais pas réagir à chaud, mais là, il y en a un qui s'appelle Régolia, enfin, chroniqueur ciné de mes deux, qui a dit machin, le fascisme, etc. Et je lui ai dit, tu sais, la dernière fois, et c'est vrai, c'était au Parlement européen, la dernière fois que je vois Le Pen physiquement, il est voûté, il marchait avec peine. Et je pense que même dans cet état-là, il l'aurait fait courir. Voilà. Donc, après, est-ce que c'est uniquement une marque de l'extrême gauche pabliste, c'est le NPA qui a fait ça. Donc, ça, c'est un truc que les Stahl et que les trotskistes pablistes faisaient beaucoup, s'attaquer aux morts. Après, soyons honnêtes, l'extrême droite en est tout à fait capable.
aurait été tout à fait capable de faire pareil. Et ils peuvent pas être 300 sur la place de la République, c'est tout. Mais faut pas oublier que pendant toutes les années 80, il y a des soirées Pinochet à Paris, hein, où on fête l'exécution de gamins dans les stades après la chute de la Moneda. C'est pas beaucoup mieux. C'est la même humanité dégueulasse. C'est la même humanité dégueulasse. Mais il est vrai que vous, mes petits gauchistes à la con, vous avez encore perdu une occasion de fermer vos gueules, mais vous savez, dans les années à venir, certes, il y aura, comment dire, quand la tempête retombera, et que ceux qui l'ont adulé comprendront qu'il leur a peut-être fait un peu plus de mal qu'ils ne l'imaginent, et que ceux qui l'ont détesté comprendront qu'il leur a été plus utile que ce qu'eux pensent. Je pense qu'il y aura un double mouvement de mémoire sur Jean-Marie Le Pen. Un, on relativisera peut-être son rôle politique, mais je pense que ça le rehaussera beaucoup personnellement. Voilà. C'est ce que je voulais dire pour la mort tout de même d'un homme très singulier, au meilleur sens du terme, mais qui emporte ses parts d'ombre, c'est vrai, mais qui restait un homme au sens plein et entier, dans un monde où l'homme a de moins en moins sa place. Voilà. Le Pen, je crois qu'en breton, ça veut dire le chef, si mes souvenirs sont bons. Hein. Les Bretons bretonnants, ne soyez pas méchants avec moi. C'est pas parce que le Mont-Saint-Michel appartient au mien qu'il faut être méchant. Mais je crois que ça veut dire le chef, si mes souvenirs sont bons. Eh bien, on peut dire à un homme qui fut un éternel marin, bon vent, au sens premier du terme, que la mer lui soit douce.